Hello? 大丈夫でしょうか？始めてよろしいですか？ Dominique, on va commencer? We are ready. Everybody is ready. と、それでは、Dominique, Yes. could you start moderate? Ok, d'accord. おOn 願いしま commence. す。はい。On commence. Nous allons attaquer la seconde partie de cette matinée avec le thème émotion et mémoire dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Nous allons donc passer la parole à Sylvie Sagne, ou Sagnès, excusez-moi si j'écorche votre nom, j'en suis désolée, Martine Régert et Claudie Voisna, qui successivement vont aborder cette question des réactions dans l'opinion publique et de l'émotion que ces désastres ont provoqué dans l'opinion publique. Ensuite, ce sera au tour de nos amis du Japon de nous décrire les mêmes phénomènes. Sylvie Sagne, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans le trio que nous formons avec Martine et Claudie sur le thème émotion et mémoire, il me revient de revenir sur le retentissement de l'incendie du 15 avril 2019, dont l'écho n'en finit pas de se faire entendre et sans doute encore pour longtemps. Il s'agit donc dans un premier temps de cerner les contours d'une émotion cathédrale, aussitôt assortie de mobilisation. En cette fin d'après-midi du 15 avril 2019, tous les médias français sont sur leur starting block, en particulier les rédactions des chaînes d'information et des journaux télévisés, toutes en mode édition spéciale. Toutes s'apprêtent en effet à relayer l'allocution télévisée du président de la République et à la commenter. Emmanuel Macron a fixé ce rendez-vous aux Français pour répondre au mouvement des Gilets jaunes et conclure le grand débat national qu'il a lancé 3 mois plus tôt pour tenter d'endiguer les protestations de la rue. Mais voilà que tombent les premières dépêches faisant état de l'incendie, résumées dans les bandeaux d'information en continu, en bas des écrans de télévision, accompagnées rapidement des premières images de la cathédrale en feu. L'incendie a raison de ce premier rendez-vous présidentiel que les journalistes qualifient pourtant de décisif et d'historique. Emmanuel Macron reporte sa prise de parole et décide de se rendre sur place, tandis que toutes les chaînes de télévision bousculent leur grille de programme pour donner à vivre l'événement en direct. Imitant les 4 chaînes d'information en continu, les grandes chaînes généralistes, privées et publiques, basculent en édition spéciale qui s'achèveront tard dans la soirée. On estime qu'au moment où le président arrive sur le lieu du sinistre, un peu avant 21h, un Français sur 2 est rivé à ces images, ponctuées des messages de déploration qu'adressent toutes sortes de personnalités de renommée internationale. Toutes ces réactions à chaud viennent à propos combler le vide informatif qui caractérise ces temps d'antenne. L'information est par ailleurs répercutée sur les télévisions étrangères, comme après les attentats terroristes, CNN US et CNN Monde fusionnent pour rendre compte de l'événement direct. Tout concourt à favoriser cette couverture médiatique sans précédent. Le décor de la tragédie, Paris et l'île de la Cité, l'angoisse mêlée de ferveur de la foule parisienne qui s'amasse sur les places, les ponts et les quais de la Seine, le spectacle apocalyptique des flammes et l'incertitude pesant sur le drame. Au cours de cette soirée de communion cathodique planétaire, les rédactions des titres quotidiens, régionaux et nationaux font du sinistre la une de leur édition du lendemain, aussi bien dans l'Hexagone qu'ailleurs dans le monde. Tous les médias, quel que soit leur support, s'affairent déjà et mettent les bouchées doubles pour concevoir des éditions spéciales, des reportages tournés à chaud, ou encore des numéros thématiques et des hors-séries,
Tout ça bouclé en un temps record. Capteurs d'émotions et relais de diffusion majeurs, les réseaux sociaux numériques font office de caisse de résonance. Le fait n'est pas nouveau, mais au soir du 15 avril 2019, il prend une ampleur inégalée. Les pages des abonnés bruissent de la sidération qui vient de frapper le monde. Selon les chiffres fournis par Twitter, Facebook et Instagram, un peu plus de 3 millions de personnes ont plus de 8 millions d'interactions avec des contenus relatifs à Notre-Dame. Les séquences tournées par les Parisiens deviennent virales, autant que la vidéo de Stéphane Bern déclarant, bouleversé dans le journal télévisé de France 2, « Une amie proche est en train de nous quitter ». Les messages sont accompagnés d'émojis de circonstances et déploient toute la gamme des réactions, surprise, choc, incrédulité, angoisse, tristesse. L'iconographie mobilisée par les internautes est à l'unisson. Circulent les illustrations improvisées par des artistes, mettant en scène le désarroi des personnages de Quasimodo et d'Esmeralda, ou encore l'impuissance de Marianne, et même la mélancolie du Styrge, démon cornu conçu par Viollet-le-Duc. Sont aussi représentés la bravoure et l'héroïsme des pompiers de Paris. Cet intense moment d'échange est aussi marqué par des révélations personnelles. Je cite l'une d'entre elles. Voilà qui répond à la question « Qu'est-ce que le patrimoine ?» Le patrimoine, c'est ce qu'on pleure quand ça disparaît, même quand c'est une cathédrale et qu'on est un gauchiste athée. Dans l'après-coup de cette soirée suspendue au ravage du feu, nombreux sont ceux qui, comme cet internaute, se sont étonnés de leur propre réaction, des émotions dont ils ont été traversés et de leur intensité, autant qu'ils ont été surpris de les découvrir aussi largement partagées. Le feu a révélé un attachement commun, quoique diversement motivé, à la cathédrale, et pour cause, ainsi que nous l'ont révélé nos enquêtes. Notre-Dame représente tout à la fois un lieu de culte où s'approchent les mystères de la foi, un symbole de la grande histoire, une source de délectation esthétique, un cadre inspirant au point de révéler chacun à lui-même, un monument dont la visite en couple, en famille, entre amis, enchante les relations avec ceux que l'on aime. L'émotion patrimoniale d'avril 2019 trouve là autant de raisons d'être et les mobilisations autant de ressorts. Bref, parce que c'est Notre-Dame, comme l'affirme le slogan de la campagne de collecte de fonds. Alors que les flammes ravagent la forêt, les industriels français François et François-Henri Pinault, père et fils, font état d'un don de 100 millions d'euros pour participer à l'effort qui sera nécessaire à la reconstruction complète. Dans la foulée, le président Macron annonce le lancement d'une souscription nationale et internationale. Et dès le 16 avril 2019, 4 organismes sont à charge de recueillir les fonds, le Centre des monuments nationaux et 3 fondations, la Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine et la Fondation de France. Les 4 disposent immédiatement d'une plateforme commune sur le site du gouvernement pour procéder à la collecte des fonds. Le compteur des promesses s'emballe très vite jusqu'à afficher plus d'1 milliard d'euros, aidé en cela par de nouveaux grands donateurs, des groupes industriels et bancaires, des collectivités régionales et départementales et des communes de plus ou moins grande envergure. Le phénomène déborde des limites hexagonales et les États-Unis ne sont pas les derniers à participer de cet élan, se mobilise aussi bien la multinationale Apple que la revue Magnificat, entre autres. Mais c'est surtout aux 340 000 donateurs anonymes issus de plus de 150 pays que l'on doit les 830 millions d'euros finalement obtenus. Les initiatives destinées à lever des fonds se multiplient avec la mise en place de cagnottes, les ventes aux enchères. Oups, ça allait trop vite. Les ventes aux enchères et la création de produits de partage, comme des billets de concert ou encore la fabrication de linge, dont une part ou l'intégralité du prix de vente est reversée au profit de la restauration. À ces dons en numéraire viennent s'ajouter ceux en nature,
de chaînes notamment, mais pas seulement. Mécénat de services et de compétences complète ce tableau d'une générosité rarement aussi globalement partagée. Mais cet immense élan de générosité ne va pas sans interpeller et suscite de vives critiques. On dénonce en premier lieu les sommes considérables promises par les entreprises et les grandes fortunes françaises, accusées de faire de la sauvegarde du patrimoine une grande opération de communication et de vouloir tirer profit des importantes réductions d'impôts qu'impliquent les dispositions de la loi française relative aux dons. Face à ce réquisitoire, certains de ces grands donateurs annoncent que leurs dons ne seront pas défiscalisés, ce qui ne suffit pas à éteindre la polémique. Syndicalistes, politiques, gilets jaunes soulignent par ailleurs l'indécence des montants promis face à l'urgence sociale et rêvent d'un élan aussi spontané et massif en faveur de la prise en charge de l'extrême pauvreté, de l'exclusion sociale, des sans-abri. Comme le tweet un gilet jaune, un symbole brûle et se meurt, mais un peuple demande à vivre. Les deux sont à reconstruire. Jouant sur les mots, les uns et les autres mettent en regard le monument de pierre et les temples vivants que sont leurs concitoyens, durement frappés par la crise. Dans la foulée, d'autres causes dignes d'une aussi grande mobilisation sont également mises en avant, comme la faim dans le monde, l'urgence climatique, ou encore le patrimoine local, c'est-à-dire toutes les petites Notre-Dame que leurs propriétaires peinent à sauvegarder. Cette mobilisation à rebours, relayée par les médias et les réseaux sociaux, prend également la forme de tribunes, publiées signées au rythme des polémiques que soulèvent les choix présidents à la Restauration. Leur font écho les pétitions multiples qui fleurissent en ligne, plaidant qui pour un geste contemporain, qui contre la privatisation de la cathédrale, qui contre l'abattage d'arbres pour la reconstruction de la forêt, qui pour décerner la Légion d'honneur aux pompiers de Paris, et j'en passe, toutes donc attachées à défendre des points de vue divers et variés. Et de ce fait, elles sont révélatrices des sensibilités de notre monde moderne, en particulier écologique. Par leur ampleur et les contestations qu'elles soulèvent, l'émotion et la mobilisation pour Notre-Dame en appellent à des valeurs morales diverses, participant d'axiologies multiples. Elles font également signe d'une société de l'émotion, où l'expression des affects individuels et collectifs le dispute à la parole politique. Et je laisse la parole à Martine, qui va évoquer donc la mobilisation des scientifiques. Merci. Je vais essayer. Ah, voilà. Voilà. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez ou surtout est-ce que vous voyez le diaporama et est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est parfait. Bien, comme l'a dit Sylvie, je vais donc aborder la question de la perception de cette catastrophe par les scientifiques et discuter de la façon dont ils ont réagi. Nombre de scientifiques étaient présents le jour de l'incendie de Notre-Dame aux abords de la cathédrale. Rappelons que le monument est situé à proximité du quartier latin, lieu intellectuel s'il en est, qui rassemble un grand nombre d'universités abritant laboratoires de recherche et unités d'enseignement et de formation. Quand on pose la question en France, bon, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de le faire à l'étranger, à un ou une collègue, de ce qu'il ou qu'elle faisait au moment de l'incendie, chacun répond précisément. Pour ma part, j'étais dans le train entre Nice, où je développe mes recherches, et Paris, où je me rendais pour une mission de travail. Donc, à 21h, je n'étais pas devant mon écran, comme la moitié des Français, visiblement. En revanche, j'ai levé le nez de mes dossiers, de mes publications, un petit peu après cet horaire, il devait être 22h. Et donc, j'ai jeté un œil aux informations dans un quotidien, et là, j'ai vu une cathédrale en feu.
L'idée de Notre-Dame m'a tout de suite traversée, mais je me suis dit, c'est pas possible. J'ai vécu pas loin de Notre-Dame. Je voyais sa flèche et son toit depuis mon 5e étage. Mais bon, force est de constater, après avoir lu la légende, que oui, Notre-Dame était en feu. Alors, plusieurs des collègues ayant leur laboratoire à quelques minutes de marche ou de vélo du monument ont assisté en direct à l'événement, au désastre, pendant que pompiers et collègues du ministère de la Culture étaient sur place, les uns pour juguler l'incendie, les autres pour sauver ceux qui pouvaient l'être dans l'urgence, dans la première urgence. Le lendemain, au siège du CNRS, la messagerie et le téléphone attestent de l'émotion vive qui s'est emparée de la sphère scientifique, et nous apprenons que déjà, une association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame a été créée. En parallèle, nous recueillons les propositions nombreuses des collègues qui soulignent l'urgence de regarder cette catastrophe et ce qui en résulte sous un regard scientifique. Très vite, les communautés s'organisent en lien avec le CNRS et le ministère de la Culture. En effet, à la perte matérielle irrémédiable de certains des éléments de la cathédrale, il nous semble important de ne pas ajouter la perte de l'information scientifique. Certains vestiges calcinés, carbonisés, comportent en effet des informations fabuleuses, à la fois sur l'histoire, mais également sur les environnements de la cathédrale. Et Dorothée Chaoui-Derieux vous montrera demain matin, comment les équipes sur place ont collecté, numéroté, inventorié l'ensemble des éléments effondrés de la cathédrale. Ah, pardon. Donc, le CNRS, à travers sa mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires et le ministère de la Culture, avec la volonté de coordonner les initiatives scientifiques interinstitutionnelles, crée rapidement et finance un groupe de recherche interdisciplinaire que l'on a simplement appelé le chantier scientifique Notre-Dame de Paris, coordonné par Philippe Digman et moi-même pour le CNRS, et Aline Magnien et Pascal Liévaux pour le ministère de la Culture. Cette action transverse permet ainsi de mettre les forces et les volontés en synergie, tout en donnant un cadre à leurs actions. Il s'agit de développer des recherches permettant d'aborder Notre-Dame dans sa matérialité à travers l'étude de ses matériaux, de leurs altérations, des techniques et des savoir-faire qui les ont modelés et assemblés. Ces matériaux portent aussi des informations sur les environnements, les climats, la chronologie. Mais Notre-Dame, c'est aussi un patrimoine immatériel et en particulier acoustique qui fera l'objet de recherches spécifiques. Enfin, l'ensemble des résultats des recherches entreprises fera l'objet de la mise en place d'un travail numérique de digitalisation rassemblant l'ensemble des données et des informations produites. Et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, suite à la fabuleuse émotion collective déclenchée par le drame et aux mobilisations qui s'en suivirent, dont Sylvie a très bien parlé précédemment, un groupe de recherche en anthropologie vient compléter le panel des travaux développés afin de mieux comprendre comment cet événement est perçu par tout un chacun dans un esprit comparatif d'autres désastres aussi importants tels que celui de l'incendie du château de Shuri au Japon, bien sûr, qui nous occupe également aujourd'hui, mais on peut aussi penser à l'incendie peu de temps avant du Musée national de Rio de Janeiro au Brésil en 2018. Les équipes de recherche travaillent actuellement en intégrant de jeunes chercheurs en thèse ou en postdoctorat et ouvrent de nouvelles voies d'investigation autour de 3 grands axes principaux, toutes les questions sur l'après-incendie pour aller vers la restauration à travers la compréhension du monument, de ses matériaux, de ses structures, mais également la compréhension historique et environnementale de la cathédrale
Et enfin, Notre-Dame dans ses environnements biophysiques et socioculturels. Les recherches sont organisées autour de 9 groupes de travail que vous voyez ici, autour des matériaux, mais également de la structure, des données immatérielles et de tout ce qui a trait à l'écosystème numérique. Il rassemble un ensemble de près de 200 chercheurs, enseignants-chercheurs, collègues du ministère de la Culture, conservateurs, etc., 50 unités de recherche et font l'objet de nombreuses collaborations internationales. Et un colloque a déjà eu lieu en octobre 2020 pour montrer la programmation en fait, des recherches suite à l'incendie. Ces recherches menées par le chantier scientifique sont fortement articulées avec le chantier de restauration lui-même, bien évidemment, et je dois dire qu'elles ont été accueillies à bras ouverts par l'ensemble des acteurs mobilisés autour du chantier de restauration et en particulier par les architectes des monuments historiques. Mais cela ne va pas sans difficultés, je dirais, pratiques et logistiques. En effet, les temps et les pratiques de la recherche et ceux de la restauration et des expertises ne sont pas les mêmes. Il est donc impératif de mettre tout cela en musique pour que chacun des aspects des activités mises en œuvre après l'incendie puisse se dérouler de manière optimale et complémentaire et dans un réel esprit collaboratif, ce qui est vraiment le cas. Donc, des réunions de concertation ont lieu régulièrement et permettent de mettre en synergie ces différents aspects entre les architectes, l'établissement public Notre-Dame, le service régional de l'archéologie et des monuments historiques, les acteurs des laboratoires de recherche relevant de plusieurs organismes, dont le CNRS, mais vous voyez ici le CEA, le BRGM, etc., du ministère de la Culture et également de plusieurs universités réparties sur l'ensemble du territoire national. D'ores et déjà, les approches scientifiques couplées aux observations sur le chantier ont permis de montrer à quel point des matériaux ou des décors ont pu être révélés, et nous en avons eu quelques exemples ce matin, qu'il s'agisse de claveaux, d'agrafes métalliques, certaines fort anciennes, des mortiers assurant la cohésion entre les blocs des voûtes ou des éléments de polychromie. Les bois de la charpente, quant à eux, bien qu'en partie calcinés, seront un fabuleux élément de connaissance des techniques du passé, bien sûr, mais aussi de la chronologie, les bois permettant des datations à l'année près, et de l'histoire des environnements et du climat du dernier millénaire, c'est-à-dire des forêts qui étaient gérées en partie avec des dessins techniques. Dans certains cas, en particulier pour mieux comprendre la structure de l'édifice, les forces en jeu dans sa stabilité par rapport à des matériaux en partie altérés par le feu, les équipes de recherche fournissent également des expertises indispensables pour l'évolution des travaux. Très vite, donc, vous l'avez compris, l'émotion initiale, à la fois riche et diversifiée, multiforme, s'est transformée en mobilisation scientifique. Les équipes de recherche explorent les arcanes de la cathédrale avec la mise au jour de certaines parties polychromes, métalliques ou lithiques révélées par l'incendie. Et nous sommes en train de travailler à un premier rendu de cette aventure scientifique et humaine sous la forme d'un ouvrage de synthèse qui sera coédité par le Cherche Midi, le ministère de la Culture et le CNRS, et également par un numéro spécial du Journal of Cultural Heritage qui donnera un premier aperçu de la richesse finalement de l'information scientifique que ces débris qui sont des reliquats du patrimoine culturel néanmoins et du patrimoine environnemental peuvent nous livrer suite à cet événement malheureux, mais qui permet de dévoiler des pans entiers d'informations scientifiques auxquels on n'aurait pas eu accès sans cela. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Claudie Voisna pour la dernière partie de ce triptyque. Et je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, après les émotions et les mobilisations, je vais vous parler des mémoires des mémoires de l'incendie.
Dès le lendemain de l'incendie, médias et spécialistes se sont attachés à rappeler de quelle mémoire Notre-Dame de Paris était porteuse. Des grandes heures de la royauté à Victor Hugo et à Walt Disney, des savoir-faire des bâtisseurs médiévaux à la restauration de Viollet-le-Duc, de l'histoire des saintes reliques aux relations complexes entre l'Église et l'État, tout a été dit. Notre-Dame apparaissait ainsi comme un mémorial, un précipité de l'histoire de la France, la mémoire d'une histoire, pour reprendre l'expression d'un historien de l'art français, Erland Brandenburg. On donnait ainsi un cadre explicatif à l'émotion planétaire qui avait accompagné les images de la cathédrale en flammes. Une autre question demeurait cependant sous-jacente, jamais clairement explicitée et pourtant présente. Devait-on conserver la mémoire de la catastrophe et sous quelle forme? Cette simple question appelle, selon les interlocuteurs, clergé, personnel du patrimoine, personnel du chantier, fidèles ou simples amateurs du monument, des réponses contrastées. Le soir de l'incendie, à proximité de la cathédrale en flammes, une femme recueille les escarbilles de charbon de bois portées par le vent. Dans le creux de sa main, elle en compte déjà une dizaine. « Pourquoi les ramassez-vous » lui demande un journaliste. Elle répond « Je les garderai toute ma vie. Ce qui se passe est très grave. » Le geste de cette femme, recueillant précieusement les poussières de l'incendie, n'est pas isolé et témoigne d'un désir qui continue de s'exprimer avec force autour des matériaux sinistrés de la cathédrale. Avant que le chantier ne soit totalement fermé au public, il était ainsi courant de rencontrer des personnes venues se servir dans les décombres. Et tandis que l'on trouvait de faux débris de poutres calcinées en vente sur Internet, le clergé recevait des centaines de mails sollicitant un petit morceau de la charpente brûlée. Gaspard Salatko vous en parlera d'ailleurs demain plus en détail. Les décombres de Notre-Dame se sont trouvés investis d'un désir d'autant plus ardent que l'exceptionnalité du lieu et du moment concentrait plusieurs registres de remémoration, produisant chacun des objets spécifiques. Le lieu touristique, on le sait, est un grand producteur de souvenirs, au point que rapporter un souvenir de vacances désigne plus souvent un objet acheté sur place que les images mentales que l'on a pu emmagasiner. À ce premier registre venait se superposer celui de l'événement historique, l'objet fonctionnant alors comme preuve d'une présence ou d'une simple contemporanéité, qu'il s'agisse des pierres de la Bastille en 1789 ou de celles 2 siècles plus tard du mur de Berlin. Enfin, il ne faut pas oublier que les lieux religieux, et en particulier les lieux de pèlerinage, ont été depuis longtemps producteurs d'objets souvenirs destinés à devenir des intercesseurs de la foi, des sortes de reliques à usage personnel. On en a pour preuve l'ordonnance de Charles VI en 1394 qui exempte de taxes les marchands du Mont-Saint-Michel qui vendent enseignes et coquilles aux pèlerins qui affluent. Le désir du public pour les vestiges de Notre-Dame fait donc écho, Le désir du public pour les vestiges de Notre-Dame fait donc écho à des pratiques anciennes et s'enracine dans le désir peut-être atavique de matérialiser la mémoire, de l'inscrire dans des objets, d'en prévenir la fuite. Ainsi, pour le public, massivement pour la reconstruction à l'identique de la flèche, tout se passe comme s'il importait d'effacer les traces de l'incendie tout en gardant la mémoire individuelle. Quelques mois après l'incendie, porté par la force d'évidence de la puissance mémorielle des vestiges du sinistre, un étudiant en arts appliqués proposait au clergé de la cathédrale de fabriquer, comme projet de fin d'études, un reliquaire destiné à renfermer quelques débris calcinés. L'offre fut déclinée avec fermeté. De même, la proposition faite par les institutions patrimoniales de récupérer des poutres de la charpente effondrée pour une réutilisation commémorative à l'intérieur de l'édifice demeura sans effet. En effet, pour le clergé, le sens même de l'incendie et du récit mémoriel qu'il pouvait susciter restait ambigu. Dans une catastrophe sans victime, de quoi fallait-il se souvenir? Question d'autant plus difficile que du point de vue de la théologie catholique, la cathédrale, de même que toute église, incarne une certaine logique de commémoration.
les liturgies et les objets qui les accompagnent sont là pour célébrer la mémoire de la vie passée du Christ, sa naissance, son baptême, sa passion, sa résurrection. Pour le clergé, inscrire la mémoire de l'incendie dans la matérialité de l'édifice ou de son mobilier, c'était risquer d'y installer des dissonances mémorielles. Et malgré tout, pour les catholiques, la mémoire de l'incendie, c'est aussi celle d'un formidable rassemblement autour d'un symbole majeur de leur foi. Un rassemblement dépassant très largement les seuls milieux chrétiens. Raviver la mémoire de cet élan est donc pour certains l'occasion de ressouder la communauté des croyants et de retrouver une légitimité dans un contexte maintenant ancien de marginalisation sociale progressive du catholicisme et de ses positions doctrinales. Du côté des professionnels du patrimoine, la mise en place d'un consensus mémoriel est plus simple. 2 ans après le sinistre, la mémoire de la catastrophe est devenue la chronique d'une résilience. Une histoire qu'il est éclairant de mettre en perspective dans la longue durée. Dès les 9e et 10e siècles, relever une église ou une abbaye en ruine donne l'occasion d'un récit hagiographique dont l'abbé ou l'évêque tient le rôle principal et où les miracles, ou à minima les signes divins, abondent. Dans un contexte marqué par les invasions normandes et sarrasines, relever un édifice religieux revient alors à relever l'Église tout entière. Sautons quelques siècles. Au XIXe siècle, avec l'avènement d'un souci de conservation des monuments hérités du passé, on assiste à la montée en puissance du pendant laïque de l'abbé ou de l'évêque, en la personne de l'architecte des monuments historiques. Témoignage de la grandeur nationale, un récit se forge, celui de la rédemption patrimoniale, sorte de biographie type du monument sauvé du déclassement et de la destruction, dans lequel la dimension miraculeuse n'est d'ailleurs pas absente, mais simplement transposée. Viollet-le-Duc racontant comment, à l'âge de 3 ans, il vécut à Notre-Dame une expérience de terreur sacrée provoquée par les jeux de la lumière dans les vitraux de la rose occidentale, en même temps que l'orgue résonnait soudain dans l'édifice, n'est pas sans faire écho aux signes divins qui émaillent les textes médiévaux. Les récits qui se mettent aujourd'hui en place autour de la restauration de Notre-Dame viennent prolonger ces motifs. L'architecte en chef, Philippe Villeneuve, que nous avons entendu tout à l'heure, évoque ainsi, et il pourrait vous en parler lui-même, évoque ainsi fréquemment une forme de prédestination, un ensemble de signes qui l'ont mené à assumer la tâche qui est la sienne aujourd'hui. Il refuse néanmoins d'incarner à lui seul le chantier, privilégiant un grand récit collectif où tout le monde a sa place. Et de fait, dans la cathédrale en travaux, chacun, en fonction de son métier et de sa position, construit la mémoire de sa présence et de sa contribution, portée par l'exceptionnalité du site, par la dimension titanesque, quasi épique de l'œuvre à accomplir, et par la conscience d'appartenir à la généalogie des bâtisseurs qui ont construit puis sauvé au fil des siècles la monumentalité du lieu. Les miracles mêmes, bien présents, semblent ménager toutes les sensibilités. La croix dorée de Marc Couturier, resplendissant au lendemain de l'incendie. Le coq retrouvé avec ses reliques. La Vierge du Pilier, on l'a vu tout à l'heure, épargnée par la chute des décombres, peuvent aussi bien apparaître comme les signes d'une résilience de l'édifice face aux accidents de l'histoire que comme la marque d'une résurrection possible de l'Église elle-même, institution chahutée par la sécularisation. 2 formes de transcendance, patrimoniale et religieuse, dont les récits articulent la cohabitation. Cette mémoire de la résilience aux épreuves du temps pourrait d'ailleurs trouver à s'incarner dans le coq reliquaire qui surmontait la flèche. Retrouvé au milieu des décombres, rescapé du désastre, il ne sera pas restauré. Les experts de la direction des patrimoines ayant fait le choix de le laisser en l'état, cabossé, porteur des stigmates de la catastrophe. Présenté en septembre 2019 dans l'exposition Revoir Notre-Dame, organisée pour les Journées européennes du patrimoine, puis exposé depuis l'automne 2020 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, il pourrait peut-être à terme, fort de son statut de reliquaire,
contenant les reliques de Sainte-Geneviève, de Saint-Denis ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines, rejoindre le trésor de la cathédrale. Entre vestiges et reliques, entre mémoire de l'Église et mémoire du monument, il concilierait alors logique patrimoniale et logique religieuse. Je vous remercie. Une séquence consacrée au Japon où l'émotion n'a pas été moindre qu'en France.はい、では私の方からちょっと短い時間、首里城が、火災で失われて、その後どのような反応があったかということについて簡単に説明したいと思います。ノートルダムの大聖堂の火災と首里城が違う大きな点は、ノートルダムは長い長い歴史を持ち、先ほど説明がありましたように大きなそれぞれの変化があったし、つまり長く時間を刻んできたフランスの歴史や文化の象徴だということですね。で、首里城は確かに長い歴史を刻みましたけれども、一度戦争で全部破壊されました。そしてその破壊されたものを再び復元してそれをよみがえらせると、つまり30年の時間をかけて新しく再建されたのが首里城ということでありました。しかしその復元が始まった当初の頃、沖縄の地元の専門家の間でこんな議論がありました。首里城は復元する必要はないと。復元すると本物ではないと。だから建物を復元するんじゃなくて、その地面の中に眠っている首里城の遺構というものを大事にすればいいんだという意見ももちろんありました。しかしやはり多くの人間たちは復元しようということになって、作業が始まったわけですけども、そういう点ではよみがえった首里城は、戦前首里城で遊んだ記憶のある人たち、あるいは古い写真で首里城の姿を見ている人たちにとって誰も見たことがない首里城がよみがえったわけです。王国時代の古い記録を使って正確に復元しようとした。それは誰も見たことがない、全く新しい首里城が、つまり古い資料に基づく新しい資料が現代にデビューしたと言ってもいいわけです。この火災によってですね、その新しい首里城がどのように受け止められたのかということを私は感じたのです。例えばたくさんのメディアが首里城の火災を報道してくれました。私の携帯電話とお家の電話も鳴りっぱなしでした。でその後、沖縄の地元の人のみではなくて沖縄以外の多くの人々からもたくさんの寄付金が寄せられるようになりました。首里城を早く再建してほしいということでした。私が一番印象的だったのは、沖縄のテレビのニュースで若者たちが首里城の火災を見て泣いてる。その高校生か多分17、18歳ぐらいの少年たちがですね、涙を流して泣いてるんです。で私はあるテレビのコメントで、インタビューでコメントで、どうして若者が首里城の焼けた姿を見て泣いてるか、それを私がうまくその気持ちがわからないというふうにコメントしたことがあります。でそのコメントを見てですね、この若者たちが私に連絡をくれました。私たちが涙を流した理由を先生に説明したいということでした。でその若者4、5人と一緒に首里城、焼けた首里城の後を一緒に歩いて散歩して、そしてその後で彼らとミーティングしたんです。その時彼らはこういうふうに言ってくれた。自分たちがなぜ涙を流したのか、その理由を見つけたかった。みんなで議論した。しかし残念ながらまだうまく言葉で説明するだけのことはまでは至りませんでした。もっともっとこれからも考えますので時間をくださいというのがその若い人たちの私に対する報告だったんですよね。ですから首里城の復元という大きな事業と、そしてその一番大きな部分が失われたという事件と、そういうことによって逆に首里城というものが一体何だったのかと、あるいはよみがえってまた30年しか経ってない
新しい首里城が沖縄の地元の人々のみではなくて、多くの人たちにそれが沖縄の歴史や文化を象徴するものとして確実にこう受け取られて理解されているという、そういう存在として首里城がメッセージをずっと発信し続けていたということが分かります。つまり復元されたからすぐにみんなが理解するんじゃなくて、それは時間をかけながら首里城というものをみんなが受け止めていくプロセスだったんだろうというふうに考えています。ですから結論から言いますと、火災で失われた首里城は新しい復元されたものですけども、それは確実に沖縄の歴史や文化を象徴するものとして多くの人々に受け止められていたんだということを私は強く確信したということでした。今、宝倉吉さんからもお話しいただきましたように、印象的だったのは復興に対する県民の強い関心の高さでした。この火災の後、首里城の復興に関して沖縄の新聞もテレビも進捗などの報道とか特集記事をもう毎日のように掲載しておりましたし、市民団体などが主催する講演会やシンポジウムももう何度も開催されています。私は当時沖縄に住んでいたんですけれども、実はその時ちょうどブータンという国の重要な文化遺産であるプナカゾンの災害管理計画というのを作成しておりまして、実はどのように首里城が延焼していったのかということに特に興味を持って報道を注視していたんですけれども、そのうちに気づいたことは、関心の対象はもちろん人それぞれなんですけれども、例えば寄付をして首里城の復興に貢献したいとか、今回の火災を機に首里城を中心としたまちづくりをもう一度考え直してみたいとか、あとは先ほどもご説明しました首里城の地下に掘られていた第32軍司令部壕、これの保存と公開を積極的に活動し保存を望む、そういうことで活発に活動されている方々もいらっしゃいます。ただそこにやはり共通するのは、今倉吉さんもおっしゃったように、この首里城を沖縄の象徴として、沖縄のアイデンティティとして火災によって再認識されたということだと思います。その関心の対象の一つとして今日取り上げたいのは、この火災の後に正殿が建っていた基壇の前に一対の龍柱、石でできた砂岩でできた龍の柱ですね、これが立っていたんですけれども、火災を受けてもひびや石が剥離したそういうダメージを受けながらも崩れずに立っていた姿が多くの人々に特別な思いを抱かせたと思います。ここにあるのが龍柱です。こちらの写真ですと、ここに一つ、ここにもう一つ、向かい合わせで立っているのがわかると思います。龍というのは首里城の象徴的なモチーフでもありますし、アジアの国にとっては特にこの中国の影響を受けている、薩法体制に組み込まれていたアジアの国々にとってはやはり特別なものですし、王権の象徴でもあったものです。でこの龍柱は平成の首里城復元の時に文献や古い龍柱の残欠の調査に基づいて制作されたものなんですけれども、高熱を受けて脆くなったので2020年の10月から
2ヶ月弱かけて補修されました。で、この補修の様子は一般に公開されています。補修された琉球は資料として保存される予定で、今回の再建で琉球も新しく作られることになっています。この補修の準備が進む頃から、これからの再建におけるこの琉球の向きということについての話題が目立つようになってきました。どういうことかというと、今この向かい合わせで立っている琉球を正面向きにしたいという声があり、このことについて今日はこのオーセンティシティと人々の思いという点からお話ししたいと思います。実は琉球を正面向きにしたいという意見は平成の復元の頃からあったということで、正殿の復元にあたってこの琉球の向き問題も文献とか古い琉球の残欠の資料などをもとに検討されたという経緯があります。で、当時の論考などもたくさんありますし、県立図書館で、県に提出された当時の正面向きにしたいという陳情書も見たことがあります。しかし今回は正面向きにすることを望む市民団体などによって陳情書やまた意見の提出などにとどまらず、一般市民向けの公開討論会であるとかシンポジウムがもう何度も開催されています。で、大勢がこの件に関して、関心を持っていらっしゃいます。私も1時間以上前から並んでやっと会場に入れたということもあります。なぜこんなに関心を集めるのか。その前に、琉球の向きについてこれまでに議論されてきたことを簡単に押さえておきたいと思います。そもそもこの平成の琉球が向かい合わせに作られたのは、正殿を復元するための中心的な根拠となった1768年の記録修理工事の記録である寸法記、1846年の修理工事の記録である正家文書の一部のご不審絵図帳に基づいています。先ほど倉吉さんからもご発表がありました。これ資料はすべてウェブの展覧会に載せておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。琉球はご覧のように、どちらの資料でも向かい合わせで描かれています。しかし実は琉球は16世紀初めの創建から沖縄戦による破壊までの、約430年ぐらいの間に正面向きの時もあったし、向かい合わせの時もあったということが知られています。なのでどちら向きにするかという時どちら向きであることにより真実性があるのかということで問題になるのは、一つはいつの時代の正殿に復元するのかということと、2つ目は根拠資料の信憑性、信頼性ということになると思います。ここで琉球の歴史なんですけれども、研究者の文献などの調査によれば1509年に最初の琉球が作られ、1660年と1709年の火災の後にそれぞれ新しく再建されたとされています。で、それが1945年に沖縄戦で破壊されるまで、3世代の琉球があったということが一般的に言われております。これらの琉球のものと推定される残欠が県内の博物館に残っておりますし、であとその古い時代の琉球というのは正面を向いていたということに推測されています。その琉球の背中が石段の高欄につながっていたということですね。でこの3代目の琉球の
歴史なんですけれども、ところがその18世紀この寸法記とか、正家文書のご不審絵図帳の時代ですね、この時に台座に据えられて向かい合わせになったと。それは理由としてもいろいろな研究者がいろんな、説をおっしゃっていらっしゃいますけれども、このコートヤードの正殿の前に広がるコートヤード全体のレイアウトが変化したことや、この正殿のファサードの変化、あと儀礼の変化などから、その向きを変えたということが言われています。それで明治に入ってからの古写真というのが何枚もあるんですけれども、これらは全て正面を向いています。ただこれらの写真はすでに、琉球王国が廃された後のものですので、特に片方の琉球などは短く切られていることが写真から明らかで、何らかの琉球に対する介入があったことから、その向きに関しての信憑性というのは、疑問視されていました。で、昭和の修理でそれを、正面向きに立っていたものを向かい合わせに変えたということですね。でなぜこの昭和の修理で向かい合わせに変えたかということについてなんですけれども、記録によれば当時を知る頃からの聞き取りなどを行ったとされていますが、もう一つより人口に解釈している説としては、これは先ほども申し上げましたように、この時の修理工事は沖縄神社拝殿としての修理工事でしたので、この狛犬の向きに合わせて向かい合わせにしたのではないかということが言われています。それの信憑性はともあれ、その神社というものをシンボルにしたこの当時の公民化教育によって、その後の沖縄がたどっていった歴史というのは、沖縄戦で多くの国民が徴用されて自決した、そういう歴史を考えれば、こちらの方が広く広まっているというのは、分かっていただけるかと思います。でところが2020年の11月にそれまで確認されていなかった古写真が発見されたというか発表されまして、それは1877年にフランス海軍の少尉が撮影した写真なんですけれども、1877年というのは首里城明け渡しの2年前ですから、まだ大府時代ですね。この大府時代でその写真は正面を向いています。だから大府時代の琉球が正面向きだったという証拠として発表されました。で、寸法記などの絵図に描かれたものは、実際には正面向きの琉球を分かりやすく表現するために横向きに描いたものではないかという説もあります。でこれについては古絵図における表現方法に関してのこの図像学の専門家も交えた検討がされたと伺っています。今回の復元でも今のところ相対向きにする方針ということですが、これはやはり寸法記の時代にあったであろう正殿と琉球という全体的な整合性を確保するという方針にのっとったものです。このようにさまざまな資料や建物の痕跡を分析してある時代に存在したであろう状態を考察するということは、この文化遺産の修理や復元においてはその信頼性を担保する上で欠かせないので、おなじみの手法と申しますかなんですけれども、普段こういった検討の過程というのが、実はここが
とても面白いところなんですけれども、一般の人々の関心を集めるっていうことがほとんどないと思います。それが首里城の場合はもうシンポジウムや討論会が開催されて、新聞でも頻繁に取り上げられて、県民が大きな関心を寄せているというこの状況そのものにまず興味を惹かれたんですね。でそしてこれまでこの流通問題を見てきた中で感じるのは、この正面向きを支持する県民の方々の中には多分その正面向きを熱心に主張される研究者の方も含まれると思うんですけれども、今までこうやって見てきたこういう厳密な検討というのとはちょっと別のところで、流通というものはそもそも正面を向くのが本来の姿のはずじゃないかという思いがあるんではないか。つまり建築物の整合性というそういうところを超えたところで、むしろアイデンティティの問題として捉えられているのではないかということを感じています。実は私が20数年来関わってきたそのブータンの文化遺産の保全において最も難しい点というのも、やはりこういう人々の建築という実態を超えたところにある何かですね。それが本質というのか、ちょっとうまい言葉は見つからないんですけれども、そういうものを望む声が圧倒的に高いということです。人々はブータンの人々はお寺とか寺院というものを、建築として、もちろんそれは文化遺産とみなされているわけなんですけれども、建築として認識するというよりも、歴史上のラマ、偉いお坊さんのことですね、たちが伝えたそういう仏教の伝統文化を営み、それを継承する場所としてものすごく相対的に捉えています。だからたとえもう15世紀とか古い時代に建てられた重要なものでも、厳密な保存よりはむしろより良くしたいという、そういう思いが強くあります。で偉いお坊さん、高僧の方とお話しした時などにおっしゃっていたのは、仏教の修行の中で瞑想ということをするんですけれども、その中で構築する諸仏の宮殿、それが、この現世の寺院の雛形というか、理想的なあるべき寺院の姿というものであって、だからこそ、その過去に建てられたそういう建物はいろんな制約を受けて不完全なものであるので、今もし機会があるならばそれに近づけることが望ましいというふうにおっしゃっておられます。こうしたブータンの状況と比べながら、首里城の流通の向き問題に興味を持っていたところ、今回のこのノートルダム大聖堂と首里城を絡めた展覧会の企画に関わらせていただくことになりました。でこの企画を進める上で関心を持ってきたのも、やはりこの文化遺産の真実性ということと、こういう人々の思いというのをどう考えていくのかということです。ノートルダムの大聖堂の場合は、一つには今回の火災の後に新しいノートルダム大聖堂を求める声があって、もちろんすぐに火災の前の姿に復元することが決まったんですけれども、今の時代を反映したノートルダム大聖堂にした方が良かったのにという声は今でもフランスの方から聞きます。こういうことをどう考えるのか。でもう一つは先ほどもフランスの専門家から発表がありました、この19世紀のビオレ・ル・ドゥックによる大修復、
これを現代の遺産建築家やフランスの方々がどう考えているのか。と申しますのは、そのビオレ・ル・ドゥクは徹底的にもちろん建築を調査した上ですけれども、修復というのは建築を過去に存在しなかったかもしれない完全な状態に復位させることだと述べています。そして過去に存在しなかったんだけれども、建築的な調和を目指して、ゴシック建築としてこうあるべきだという銭湯を建設しました。こういうところですね。歴史の証人であるこの文化遺産、復元の場合もちろんその歴史をよみがえらせることなんですけれども、これを扱う以上厳密さというのは絶対に必要なのは言うまでもないんですけれども、本来あるべき姿、当然それがどの程度信憑性があるのかというのはまた別の問題ですけれども、そういうものを求めることをどう考えていくのか、こういうことを私たちはやはりきちんと考えていかなければいけないなと感じています。実は世界遺産リストの枠組みが作られた当時からのこの世界遺産委員会におけるオーセンティシティに関する議事録っていうのを調べたことがあるんですけれども、10年ぐらい前になります。そこでなんていうか分かったのはというか、従来の枠組みでは捉えきれない価値というのを厳密性を担保しながらどう評価するかっていうのが最初のチャレンジだった。そして、文化遺産の範囲が広がるにつれて専門家でない人たちとの関わりが重要になってきたときに、それに対してどう向き合うかっていうことが、その課題が鍵となってきているということを、当時理解したんですけれども、今現代この文化遺産が災害復興であるとか地方の発展ということと結びつけられることがますます増えてきて、人々の思いにどう向き合うかというのは、重要性というのはますます増しているんではないかなと考えております。ご清聴ありがとうございました。Merci beaucoup, Junko, pour cet excellent exposé. Nous allons continuer notre travail commun. Toshi, nous avons un petit moment de pause maintenant. Nous reprenons à 12 heures. Est-ce que tu en es d'accord? Tu m'entends, Toshi? Non? はい、10分取りましょう。D'accord. Rendez-vous à 12 heures pour la France. Merci beaucoup. À tout de suite.